En deux mots, vous êtes philosophe et physicien. Sur quoi vous travaillez en physique? Parce que ça, En fait, la plupart des gens je crois que je suis ni l'un ni l'autre. Ah bah voilà, bah, du coup. Je suis entre les deux. Mais en physique, qu'est-ce que vous faites? En physique, j'ai travaillé sur la physique des accélérateurs, des particules. Dans mon labo, qui est un laboratoire dans lequel il y a des physiciens et des philosophes qui collaborent sur des questions, disons, d'épistémologie, notamment sur les découvertes que font les physiciens qui changent la façon de poser et peut-être même de répondre à certaines questions philosophiques, sur le temps, sur qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une contradiction entre une théorie, par exemple, et puis les mesures. Est-ce que c'est la théorie qu'on remet en cause, ou est-ce que c'est les mesures qu'on réinterprète? Il y a beaucoup de... je pense que ce qui distingue les cosmogonies des cosmologies, c'est le fait que dans les cosmogonies, l'origine du monde fait partie du monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déjà là qui fait partie du monde. Ça peut être un océan primordial, ça peut être un œuf primitif, ça peut être un chaos, ça peut être de la matière informe, ça peut être beaucoup de choses différentes selon les cultures auxquelles on s'intéresse. Mais l'idée, c'est que l'origine du monde est déjà dans le monde. Elle est immanente, pour reprendre un terme philosophique. Et ensuite, il y a une histoire qui fait passer de cette origine immanente au monde tel qu'on le connaît. Alors que dans les cosmologies, ou même dans les récits religieux, dans les genèses des trois monothéismes, l'origine du monde ne fait pas partie du monde. Elle est transcendante par rapport au monde. Ce qui rend le monde contingent, d'ailleurs. Puisque, on peut expliquer contingent. Contingent, c'est-à-dire qu'il est arbitraire. Si Dieu, dans les genèses, par exemple, chrétiennes, ou musulmane avait décidé de ne pas créer le monde, il n'y aurait pas de monde. Oui. Donc le monde n'était pas nécessaire. Alors que dans les cosmogonies, il est nécessaire au sens où les conditions initiales déterminent la suite de l'histoire d'une certaine façon. Et d'un point de vue scientifique cosmologiste, il est contingent, l'univers? En cosmologie contemporaine, il y a un problème qui est un problème, à mon avis, de métaphysique, qui sera jamais résolu. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'origine de l'univers en tant que physicien, par exemple, vous le faites toujours en invoquant des lois physiques ou une théorie physique. Là, et donc, quel est le statut de la théorie physique par rapport à l'univers? Est-ce qu'elle est transcendante ou est-ce qu'elle est immanente? Est-ce que les lois physiques font partie de l'univers ou est-ce que l'arsenal législatif de l'univers a préexisté à son apparition? Si vous pensez que l'univers a eu vraiment une origine absolue, ça veut dire qu'il a été précédé par rien. Puisque si vous mettez quelque chose en amont de l'univers, ce quelque chose, par son statut même, contredit l'idée que l'univers a une origine. Autrement dit, à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, précisément, vous contredisez le fait qu'il a une origine. Si je dis par exemple, l'origine de l'univers, c'est je sais pas, un trou noir, le vide quantique, une collision entre je ne sais quoi et je ne sais quoi, une brane par exemple, vous nommez l'origine de l'univers, vous produisez un récit qui va être logiquement incohérent, parce que soit cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, auquel cas il n'y a pas d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, ce qui veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et c'est pas l'origine. C'est la régression à l'infini. Et donc, par exemple, quand vous êtes physicien, vous devez, et on le fait jamais évidemment, parce qu'on veut pas être embarrassé, vous devez préciser quel est le statut que vous accordez aux lois physiques. Par exemple, Hawking, qui est évidemment respectable comme théoricien et comme vulgarisateur, il a écrit des livres, ou plutôt d'autres ont écrit des livres pour lui, qui sont un peu ambigus là-dessus. Par exemple, dans le dernier, il dit on n'a pas besoin de Dieu pour créer l'univers, les lois de la gravitation ont suffi. Les lois de la gravitation ont suffi. Mais où est-ce qu'elles étaient, les lois? Est-ce qu'elles étaient transcendantes? Et comment des lois transcendantes peuvent-elles engendrer un univers empirique qui leur obéisse? Il faudra nous le dire. Et donc, la question du statut des lois physiques, à mon avis, est une question qui fait que la question plus générale de l'origine de l'univers est une question en partie métaphysique. Et ça, on va revenir à la métaphysique. Maintenant, sur l'origine, ce qu'il faut voir, c'est que au XXe siècle notamment, mais ça a commencé en fait un peu avant, les physiciens, les scientifiques, en général, je mets dedans les biologistes évidemment, ils ont compris l'origine de beaucoup de choses.
on a compris avec une précision assez incroyable l'origine des éléments chimiques, comment les atomes se sont formés dans l'histoire de l'univers. Les plus légers dans l'univers primordial, ceux qui sont un peu plus lourds jusqu'au fer dans les étoiles, et puis les plus lourds dans des explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovas, donc du fer jusqu'à l'uranium et au-delà. Et tout ça a été parfaitement compris. Mais quand on dit qu'on a compris l'origine des éléments chimiques, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on est capable de raconter toutes les histoires précédant l'apparition des objets, pas des éléments chimiques, dont les éléments chimiques sont l'aboutissement. Autrement dit, pour un scientifique, et c'est là toute l'ambiguïté de la chose, le mot origine veut dire non pas commencement, mais achèvement. Origine est synonyme de conclusion. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire précédant cette chose, dont cette chose est la conclusion. Et ça, c'est Ce fort. qui veut dire qu'on est capable de raconter... Il faut les laisser que ça rentre. En fait, l'origine, c'est pas le début, c'est la fin de l'histoire. Non, c'est la fin de l'histoire. Voilà. Comprendre l'origine d'une chose, c'est comprendre ce dont cette chose est la fin. Et ça marche pour les atomes, ça marche pour les molécules, ça marche pour les planètes, ça marche pour les étoiles, et beaucoup de choses en biologie. Mais vous voyez bien que cette façon de raconter l'histoire par le biais de généalogie bute sur l'origine de l'univers, qui est considérée comme une origine absolue, et qui échappe donc au statut ordinaire de l'origine, puisque si raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui a précédé cette chose et dont cette chose est la fin, quand c'est de l'univers que vous parlez, ça veut dire que raconter l'origine de l'univers, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers est la fin. Mais comment une histoire a-t-elle pu précéder l'univers? Et donc la façon habituelle de raconter l'origine échoue quand il s'agit non pas de quelque chose qui est dans l'univers, mais de l'univers lui-même. Donc du coup, en 3 minutes, est-ce que le Big Bang, c'est l'origine de quelque chose? Mais pas du tout. Un peu plus long que ça, mais, peut-être alors. Regardez, on est en 2018 quand même. On est en 2018. Le mot Big Bang est apparu à la fin des années 40. Il a été popularisé dans les années 50. Je le dis pour les plus jeunes. Et c'est quand même incroyable qu'en 2018, on en parle comme en 1950. Notre façon de parler du Big Bang n'a pas changé. Alors que, entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé quand même beaucoup de choses en cosmologie et en physique. Et certaines de ces choses qui se sont passées obligent à repenser notre discours sur l'origine, justement, sur le Big Bang. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est assez facile à comprendre, l'argument est très facile à comprendre. L'idée de Big Bang, elle apparaît à la fin des années 40, après que des gens, c'est une longue histoire qui a commencé avec l'abbé Lemaître et d'autres, les gens font des calculs à partir des équations d'Einstein de la gravitation, donc les équations de la relativité générale. On a compris, grâce à des observations, que l'espace s'étend, il y a une expansion de l'univers, on voit les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace, elles sont immobiles en fait, mais on les voit se déplacer parce que l'espace qui les sépare se dilate. Ok, c'est la dilatation de l'espace-temps, et c'est cette association entre un fait expérimental, l'univers est en expansion, et des équations de la gravitation d'Einstein qui permettent de faire une cosmologie scientifique. Quand on met les deux et qu'on fait des calculs, eh bien on voit que si on remonte le temps à l'envers, l'univers observable, je parle de l'univers observable, pas l'univers complet, l'univers observable a une taille qui diminue quand on va vers le passé, la densité d'énergie augmente, la température augmente, et quand on extrapole les calculs aussi loin qu'on le peut, on tombe sur ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un univers ponctuel, taille nulle, densité infinie, température infinie. Et c'est ça qu'on a appelé le Big Bang, une sorte d'explosion originelle qui engendre tout ce qui existe, et on lui associe l'instant zéro. Et on parlait de culture, comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, il y a eu aussitôt, même si on s'en est défendu, un amalgame entre le Big Bang tel que je viens de le décrire
et puis le fiat lux ou la genèse, etc., ou l'origine de l'univers. Et donc on a dit le Big Bang c'est l'origine, et ça a créé des discussions intéressantes d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Il devait y avoir quelque chose avant pour le provoquer. Est-ce qu'on peut parler de l'avant le Big Bang? Est-ce que le temps est né avec le Big Bang? Si la réponse est oui, très bien. Si la réponse est non, qu'est-ce qui se passait avant que le Big Bang advienne? Et ça a duré combien de temps? Etc., etc. Donc des questions qui interrogent la causalité de façon intéressante. Vous voyez bien que dans le raisonnement que j'ai tenu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que, je vous l'ai dit, les calculs de cosmologie sont faits à partir des équations d'Einstein qui décrivent la gravitation. Mais vous savez bien que dans l'univers, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques, il y a les forces nucléaires. Il y en a de deux types. La faible, la forte, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. C'est tout bête. Autrement dit, quand vous extrapolez vers le passé, même si vos calculs sont mathématiquement justes, et ils le sont, il y a un moment où la densité d'énergie et la température sont tellement élevées que les particules subissent toutes les forces et pas simplement la gravitation. Et donc à ce moment-là, vos équations mathématiquement justes deviennent physiquement fausses, puisqu'elles ne décrivent pas les processus physiques que subissent les particules. Or, les trois autres forces sont décrites par la mécanique quantique, par le modèle standard. Et donc, on sait très bien situer le moment en deçà duquel les équations de la cosmologie classique font faillite. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, voilà, c'est pas l'origine de l'univers. C'est une sorte de transition qui sépare ce que la physique peut dire de ce que la physique ne peut pas dire. Et donc l'honnêteté intellectuelle, ce serait de dire... Plus qu'un mur physique, c'est un mur qui rapporte aux mur théories cognitif. en face. C'est-à-dire qu'en gros, la relativité d'Einstein, il y a deux constantes fondamentales dedans, qui sont G, la constante de Newton, C, la vitesse de la lumière. C'est une théorie relativiste de la gravitation. Et puis les autres forces sont décrites par un autre cas théorique, où il y a H, la constante de Planck, et C, la vitesse de la lumière. Donc c'est une théorie quantique, relativiste de la matière. Mais il n'y a pas G. Et quand il y a G, il n'y a pas H. Autrement dit, on n'a pas de théorie quantique de la gravitation. Donc, et on n'a pas de théorie unifiée des quatre forces. Donc, en amont du mur de Planck, on peut rien dire. Alors on tente de dire quand même. Il y a la théorie des supercorps, il y a des questions. Non. Mais en fait, moi je fais les réponses et les questions, ça va plus vite. Oui, mais ça m'arrange pas en fait. Ah mais en gros, juste pour dire pourquoi c'est pas l'origine, quand vous prenez une théorie qui essaie d'écrire les quatre forces, que ce soit la gravité quantique à boucle, les supercordes ou autre chose, quand vous l'appliquez par des modèles à ce qui s'est passé en amont du mur de Planck, dans tous les cas, la singularité disparaît. Et elle est remplacée par une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers actuel en expansion. Et donc, vous ne pouvez plus dire le Big Bang c'est l'origine, c'est impossible. Et pourtant, on continue à le dire parce que, voilà, on s'en rapproche. Mais c'est faux, c'est juste faux. Il n'a pas été démontré scientifiquement que l'univers a eu une origine. Ça, c'est de la phrase donc, importante. Commençons par démontrer qu'il a une origine au sens propre du terme. C'est-à-dire, démontrons qu'il a été précédé par rien. Alors, mais moi j'ai une objection sur le titre même. C'est-à-dire que le nothing dont il parle, c'est le vide quantique. Or, le vide quantique, c'est pas rien du tout. C'est l'espace-temps avec les particules dans l'état d'énergie minimale. Le vide quantique, c'est pas du tout vide. Mais je crois que son objection à lui, c'est de dire que on n'est pas sûr que le rien puisse exister. Est-ce que peut-être que le rien, le néant, c'est ça? Non, mais le vide quantique, c'est pas le rien. Mais le rien, c'est quoi? Donc on met pas comme titre The Universe from Nothing, puisque justement il n'y a pas de nothing. Est-ce que ça pourrait être un mot qui vient de l'éditeur? Vu que les éditeurs, non, c'est lui. D'accord, c'est juste pour savoir. En conférence, non, il le défend. Lui, il défend l'idée que je parle vraiment du rien. Il défend l'idée. Oui, mais justement, moi je trouve qu'on joue trop avec les mots, c'est-à-dire que, oui, on parle du vide comme ça, le vide. Bon, mais si le vide n'est pas rien, c'est-à-dire si le vide est quelque chose de particulier, alors il est précisément ce qu'on ne peut pas retirer quand on fait le vide. Or, on dit toujours, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Oui, tout sauf le vide.
Parce que si on enlève le vide, il reste plus rien. Or, le vide n'est pas rien. Autrement dit, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Autrement dit, c'est une notion qui n'a de sens que si vous avez une théorie physique qui vous dit ce qui existe. Et le vide dont on parle va dépendre de la théorie. Le vide de la physique de Newton, c'est pas le vide quantique. Et on revient au mot, hein. Et oui, on revient au mot. L'origine des choses, si on monte pas trop loin, oui. C'est-à-dire que l'origine des atomes, on connaît les constituants des atomes, protons, neutrons, on connaît les réactions nucléaires qui ont engendré la succession des atomes qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev. Après, il faut se poser la question de l'origine des protons et des neutrons. Ah oui. Alors là, c'est simple, c'est simple. Ça, c'est simple. C'est-à-dire on peut décrire les interactions entre quarks dans la soupe primordiale, comme on dit, le plasma de quark et de gluons, et montrer comment dans ce plasma sont formés les protons et les neutrons. Après, d'où viennent les quarks? Avant, du coup. Voilà. Et les quarks, c'est des particules élémentaires. Et là, on peut pas décrire leur origine. Donc c'est des particules qui sont nées sous X, on pourrait dire. Et donc là, le canal historique se bouche. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que penser l'origine, à un moment donné, on n'est plus armé pour, puisque l'origine, comme vous avez dit, étant le résultat d'une histoire, si on n'a pas l'histoire avant, l'humain est pas comme nous, on explique par des histoires. Il y a toujours un moment où l'origine, tombe sur la question de l'origine absolue, qui elle n'est pas pensable. C'est la transition entre le non-être et l'être. Ouais. On n'a pas parlé du tout de religion. Est-ce que sur la question des origines, il y a une opposition qui sans fin, ou est-ce qu'il y a un noma, est-ce qu'il y a un non-overlapping magisterial, est-ce que la religion et la science parlent de choses différentes, ou est-ce qu'en fait elles essaient de répondre aux mêmes questions? Bon, moi j'aime pas trop répondre à ces questions-là. Désolé. Je vais quand même le faire, mais vous voyez bien que tout le monde parle de l'origine, mais personne ne l'a dit jamais. Ni les religions, ni la science. Elle croit qu'elles le disent. Non mais, peut-être, mais il y a une compétition pour savoir qui en parle. En fait, tout le monde en parle, mais personne ne l'a dit jamais. Si vous prenez la Genèse, par exemple, dans les 3 versions monothéistes, c'est un texte assez sublime, mais qui décrit quasiment rien. C'est un énoncé très incomplet. Quand vous le lisez, vous avez envie de poser des questions à celui qui l'a écrit. Est-ce que Dieu, pour reprendre ce mot-là, est-ce que Dieu sait ce qu'il fait quand il appuie sur le bouton? Pourquoi il appuie sur le bouton? C'est pas dit. Est-ce qu'il a un projet en tête? Dieu a un projet. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Dieu a un projet. Ou est-ce qu'il est surpris par ce qu'il découvre? Quelle est son idée? Mais ça n'est pas dit. Comment ça se passe concrètement? C'est pas dit. Est-ce qu'il pense à installer des lois physiques? C'est pas dit. Donc c'est un discours, c'est une narration, mais qui n'est pas du tout un récit de l'origine. D'accord? Et il est très incomplet. Et c'est pareil pour les discours scientifiques qui partent toujours d'un déjà là, et qui ne parlent jamais de l'origine. Et vous voyez une forme de naïveté qu'on retrouve d'ailleurs dans cette discussion dont personne ne sait dire si elle a eu lieu ou pas. Enfin, la discussion a eu lieu, mais on ne sait pas si les propos que je vais rapporter là se sont vraiment tenus. Mais il y a une discussion au Vatican entre Stephen Hawking et Jean-Paul II. Et elle s'est terminée, c'est ce qu'on raconte, par Jean-Paul II disant à Hawking, Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang c'est pour vous, ce qui est avant c'est pour nous. C'est-à-dire, la religion s'occupe des causes premières, puis la science se débrouille avec les conséquences. Mais c'est un peu naïf. C'est un peu naïf. C'est-à-dire que tout le monde, dans ces affaires-là, fait preuve d'une certaine désinvolture langagière. Voilà, c'est ça que je reproche. Il y a une forme de vulgarisation qui est dans la désinvolture langagière. On parle de l'origine comme si ce mot était clair. On ne précise pas le statut des lois physiques. Le livre de Hawking dont je parlais, qui est un livre sur la théorie M, qui est une théorie qui englobe la théorie des cordes, enfin toutes les versions de la théorie des cordes. C'est un très bon bouquin. Sauf qu'à la fin, ils disent ce que je disais tout à l'heure, l'univers n'a pas besoin de Dieu pour être créé, la gravitation elle suffit. La gravitation suffit, mais sans matière, sans espace, sans temps, sans énergie, les lois suffisent.
Or, dans le livre qui précède cette conclusion, il explique très bien, ce qui est juste, que la gravitation n'est pas postulée dans la théorie des cordes. Dans la théorie des cordes, vous supposez simplement que les particules sont des cordes, dont la cinématique est régie par la relativité restreinte, et dont la dynamique est régie par la mécanique quantique. Et quand vous allez postuler ça, au miracle, c'est pour ça qu'on a cru que c'était la théorie du tout, vous voyez apparaître à une certaine échelle les équations d'Einstein de la gravitation. Donc la gravitation est une propriété émergente de la théorie. Bon, c'est ça qui fait que c'est une belle théorie. Mais après on vous dit la gravitation a suffi, alors que la gravitation est elle-même dérivée d'autre chose. Donc ça peut pas être l'origine. Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, ce qui est la définition qu'on trouve dans beaucoup de religions, alors si c'est la gravitation qui a créé l'univers, ça veut dire que la gravitation c'est Dieu. Donc quand vous tombez des escaliers là, en fait vous rendez une action de grâce.